Et en plus de mon invité, Jean-Luc Mélenchon, nous accueillons Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous venez précisément croiser Bonsoir. le fer avec Jean-Luc Mélenchon sur cette question des institutions, sur cette question du rapport à la Ve République, et peut-être même aller vers une sixième. D'abord, une petite question à propos d'un sujet que vous avez évoqué ensemble, qui sont les réseaux sociaux. Je voudrais savoir si vous êtes favorable à ce qu'on conserve l'anonymat. Ou si ça vous est égal, hein. Je me méfie de tout ce qui est une intrusion sécuritaire, contrôlante. À chaque fois, on me dit oui, mais c'est pour le bien commun. Bon, là, par exemple, on a chargé les réseaux sociaux d'établir la censure sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on confie à une entreprise privée le soin de la censure. Donc, par a priori, je me méfie de tout ce qui veut réduire la liberté sous prétexte du fait que ça va profiter à tout le monde, parce que ça termine toujours de la même manière, un contrôle accru sans que ça change rien. Vous craignez pas de la délation, l'incitation à la délation que l'anonymat transporte souvent avec lui? Oui, à mon avis, ceux qui ont ces mauvaises habitudes trouveront d'autres moyens. Je ne suis pas pour la réduction de la liberté, je suis pour comme vous le savez, la neutralité du net, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y circuler à la même vitesse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Je suis pour qu'on ne confie pas à des entreprises privées un pouvoir de censure. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des organisations écologistes qui sont censurées. On a vu comment WhatsApp retirait d'un seul coup sa liste à M. Pablo Iglesias en Espagne. Donc ça se finit toujours de la même manière, c'est contre nous. D'accord. C'est toujours politique, si vous voulez. Ça commence avec des bonnes intentions et ça finit avec de la répression. Sachant qu'il faut simplement préciser qu'en l'occurrence, ce n'étaient pas des propos anonymes. Non, je sais bien, mais c'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Exactement. Alors allez-y, continuons à les monter, ces escaliers. Est-ce que pour vous, on est dans une crise de la démocratie? Ah ben oui, absolument. Et pour une raison qui ne tient pas seulement aux mœurs de notre époque, qui rendent plus difficile certains modes de fonctionnement de la démocratie, parce qu'il est clair que quand l'agora se transporte sur le réseau social, on ne fonctionne plus dans les mêmes conditions. Mais fondamentalement, la question est qui a le pouvoir? Oui. Est-ce que ce sont les peuples souverains ou est-ce que ce sont les grandes puissances d'argent? Aujourd'hui, vous avez une boîte comme BlackRock qui pèse de tout son poids sur la réforme des retraites. Elle et deux autres entreprises du même type ont à elles trois la même richesse que la production d'une année en Chine. Bon, il est clair que ces gens-là font la pluie et le beau temps et que tous les autres se couchent devant. Par conséquent, c'est la grande question de savoir qui dirige. Elle est aussi vieille que la vie des êtres humains. Est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est le marché ou est-ce que c'est la volonté du peuple? Voilà, c'est toujours la même question. Alors, et aujourd'hui, elle est très aiguë. Les gens ont l'impression que la politique sert à rien, à part faire vivre des gens. Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, d'un côté, le fait que vous considérez que ce sont les puissances financières qui mènent le monde, je simplifie évidemment, oui. Et que d'un autre côté, vous dites, on est dans un régime aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, de plus en plus autoritaire. Alors, c'est les puissances financières ou c'est un président trop autoritaire? Il n'y a pas de contradiction, Alain Duhamel. Monsieur Macron fait la politique et le maintien de l'ordre social qui convient aux puissances d'argent. Voilà ce qu'il fait. Et il s'en fiche d'ailleurs de l'art de gérer. Peut-être que mes plus jeunes concitoyens ont l'impression que c'est comme ça que ça a toujours été, mais non. On n'a pas toujours eu des présidents qui vous disaient carrément à la figure « j'en ai rien à fiche de vous ». Il y a ceux qui sont rien, personne. Même les gens de droite ne parlaient pas comme ça avant. Et lui, il est là en gestionnaire de la start-up nation qui doit se mettre dans le moule des grandes puissances d'argent. La difficulté pour nous, c'est qu'il faut imaginer à la fois un système démocratique qui permette au peuple de rester souverain et combattre les puissances d'argent. Je vais y venir. Mais quand vous dites, il y a ce que vous dites souvent, il y a une dérive autoritaire du pouvoir en ce moment. Vous qui, comme moi, avez quelques souvenirs politiques, sous De Gaulle, le système était beaucoup plus autoritaire. Je ne crois pas. Ah bon? Tout compte fait. Tout compte fait, hein. Je ne vous dis pas que j'aurais dit la même chose il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Oui, mais tout compte fait en comparant, c'est ça l'avantage. Il y a aussi des avantages à avoir de l'âge, c'est qu'on a vu des choses, on peut comparer, on peut se dire. Par exemple, je pense que ce que nous racontions à l'époque, moi j'y étais pas, j'étais trop gamin, mais défiler dans Paris en disant le fascisme ne passera pas à propos de De Gaulle était absurde. Ça, c'était les communistes. Eh bien bon, d'accord, mais c'était absurde quand même. Alors, non, je ne crois pas parce que regardez mai 68, qui est quand même une commotion d'une violence totale. Hein. Il y a un mort. Bon.
On dit aussi que, enfin on dit même plus qu'on dit que De Gaulle, lui, aurait été, s'il le fallait, prêt à faire intervenir l'armée en 68, et que c'est Pompidou qui a arrêté. Ça n'est pas prouvé, et puis même, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des hommes comme le préfet de Paris, monsieur Maurice Grimaud, qui avaient pris des décisions extrêmement courageuses et qui s'étaient exprimés avec une clarté absolue sur le sujet. Là, c'est l'inverse. On met un Castaner qui lâche la bride, qui encourage tous les débordements, et vous avez 40 éborgnés, 5 mains arrachées. On n'a jamais vu ça. Mais précisément, attendez, simplement, c'est intéressant parce qu'au-delà même de la réponse... Je suis sûr que ce que vous allez dire est intéressant. Non, mais au-delà de la réponse de Jean-Luc Mélenchon, ça me frappe quand même. Vous dites, a posteriori, avec l'expérience, je me dis qu'on avait été un peu excessif dans notre jugement à l'époque. Mais moi, je me dis tout de suite, est-ce que vous n'allez pas faire la même chose? Est-ce que vous ne vous dites pas, là... on est dans la bataille politique, donc on y va. Mais si ça se trouve, ce que vous êtes en train de dire, dans 10 ans, vous le regretterez. Et voilà, oui, parce que si dans 10 ans, on en a un pire que maintenant, oui, je le regretterai, c'est clair. Si on a une Madame Le Pen qui tabasse tout le monde... Non, mais là, je parle pas juste d'une comparaison. Ce que vous dites, pardon, mais continuons, tâchons d'être sérieux. Je vous dis que rétrospectivement, je trouve ça moins violent. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, je ne le trouvais pas violent. Mais nous étions en pleine crise de la décolonisation, mais les institutions du pays étaient par terre, tandis que maintenant, nous sommes dans une situation totalement pacifiée et où on a un chef de l'État qui décide d'agresser le peuple. C'est quand même un fait nouveau. Mais pour reprendre votre comparaison, vous avez tout à fait raison de dire qu'en mai 68, il y a eu très peu de morts. Il y en a eu 3, mais dans des conditions très particulières et involontaires, évidemment. Là, on a quand même eu 2 ans de très forte contestation sociale, avec beaucoup de manifestations, avec des moments très durs. Il y a eu beaucoup trop de blessés, je ne vous dirai sûrement pas le contraire, et il y a eu trop de brutalité, je ne vous dirai pas le contraire, mais il n'y a pas eu de mort. Alors que ça fait quand même 2 ans qu'il y a de la bagarre. Bon, et M. Poutine n'a tué personne dans la rue, et pourtant on le traite d'autoritaire. Et ce qui est vrai. Oui. Ce qui est vrai. Oui. Bon, et je vous en parle d'autant plus tranquillement que mon correspondant à Moscou, si j'ose dire, est M. Sergueï Udaltsov, le président du Front de gauche en Russie, qui a quand même fait 4 ans de prison. Donc j'ai une idée de ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas en France. Mais peut-être bien, mais Alain Duhamel, alors à ce compte-là, applaudissons en cadence, réjouissons-nous, bondissons de joie. Ça n'est pas... Monsieur Duhamel, je sais que je vous connais assez pour savoir que vous ne pouvez pas ne pas vous rendre compte de ce qui se passe. Qu'on ait éborgné presque 40 personnes. La première fois, on peut dire, c'est un accident déplorable, quand même, un peu de sang-froid, les gars, et tout ça. Mais au bout du 40e, ça veut dire que c'est une technique. Et cette technique, la preuve, c'est qu'elle est appliquée dans toutes sortes de pays. On en est à 300 au Chili, on en est à plus de 50 au Liban, où les gens se présentent. Donc c'est devenu une technique mondiale. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que dans le monde, on se réclame des Français dans les techniques de répression. C'est une honte pour notre pays. Nous avons été nous avons été montrés du doigt par l'ONU et par l'Europe. Donc tenons compte de tout ça. Nous ne nous considérons pas, nous, comme supérieurs à tout le monde, qui n'écoutent aucune critique et ne regardent pas ce qui se passe dans le pays. Monsieur Duhamel, vous avez connu, vous, des présidents de la République qui se mordaient les poings, mais qui reculaient. François Mitterrand reculant sur la loi Savary, à l'époque j'y étais, je peux vous dire qu'on se mordait les poings de reculer. À l'époque j'y étais aussi, je peux vous dire qu'il n'était pas content. Bon, vous êtes d'accord, et pourtant il le faisait. Et Chirac l'a fait, on ne gouverne pas une société avancée à coup de trick. Oui, enfin, je veux dire... C'est l'art de gouverner, ça s'appelle. On a aussi vu des présidents qui faisaient des réformes et qui les appliquaient. Elles étaient quelquefois bonnes, quelquefois mauvaises, d'ailleurs. Mais c'est autre chose. Ce que je voudrais vous demander... Moi, je vous parle de la violence. Oui, non, mais j'entends bien que vous me parlez de la violence. Ce que je voulais vous dire... Vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour ce qui reviendrait à restaurer, selon vous, à restaurer la démocratie dans ce pays? Quelles sont vos recettes? D'abord, le changement des institutions pour interrompre ce cycle incroyable de concentration du pouvoir sur un seul homme, le président de la République. Parce que c'est malsain. Peu de démocratie donne un tel pouvoir à un président de la République. Ensuite, que le peuple soit invité à lui-même se prononcer en désignant des députés pour une assemblée constituante qui définisse une nouvelle constitution. Vous voulez revenir à un régime parlementaire? Attendez. D'abord, commençons par la méthode, elle a une grande importance. Le peuple français a assisté à 23 modifications de la Constitution et il a été consulté que 2 fois pour donner son avis. Je crois que c'est 23 ou 25. Oui. Excusez-moi de l'erreur possible. Ce n'est pas une bonne façon de changer les règles du jeu. Deuxièmement, la France a tellement changé
depuis 1958. Les tensions qui animent le pays sont tellement différentes. À l'époque, on allait supprimer 13 départements français, sortir de la colonisation de l'Algérie. C'était un trouble immense. On est dans une toute autre situation. Notre situation aujourd'hui, c'est la masse des paysans est venue habiter en ville. Plus personne n'a de parents paysans directement, ou très peu de monde. Ensuite, la population s'est extraordinairement brassée. Le pays s'est complètement urbanisé. Donc, à travers tout ça, si nous voulons refonder le peuple français, au fond, ce n'est pas la République qu'il faut refonder. Quand on refonde la République, on refonde le peuple français. Que voulez-vous, Français? Qu'est-ce que vous voulez faire en France? Alain vous c'est à demande ça que sert une constitution. Si vous voulez un régime parlementaire. Je suis d'accord. Quand Alain vous demande si vous voulez un régime parlementaire, si c'est vers ça que vous voulez aller. Clairement, je suis plus favorable à des pouvoirs plus étendus du Parlement qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin bon, là, on est dans le sommet du ridicule avec la loi retraite. Il y a 29 ordonnances dedans. Bon, monsieur Duhamel, quand même, ne me dites pas que vous trouvez ça satisfaisant. Je ne trouve pas ça satisfaisant, mais quand je regarde les régimes parlementaires européens qui nous entourent, je ne les trouve pas du tout satisfaisants non plus, en ce qui concerne notamment le fonctionnement de leurs institutions. Bon, écoutez, les Allemands s'en sortent pas si mal que ça. Les Anglais... Messieurs, je vous arrête un instant. Monsieur Mélenchon est maintenant tout à fait habitué. Ah oui, Madame Buzyn a descendu les escaliers. Les mouvements d'Agnès Buzyn qui vient de rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe. Vous le voyez, qui l'a raccompagné jusqu'au perron de Matignon. Elle lui a donc, selon toute vraisemblance, elle ne s'est pas exprimée, mais présenté sa démission puisqu'elle représentera La République En Marche pour Paris et qu'elle a dit que les deux n'étaient pas compatibles. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez comme nouveau pouvoir au peuple? Oui, alors déjà, on peut donner une ou deux précisions. Déjà, on peut dire que... Le pouvoir du président de la République est excessif. Est-ce qu'on peut convenir de ça? Regardez, cet homme, tout seul, décide de proposer à toute l'Europe de mettre à disposition de 27 pays la bombe nucléaire française. Pas exactement. Pas exactement, mais c'est ce qu'il propose. Non. Et les Allemands lui répondent, c'est une idée intéressante, mais ça serait un peu embêtant que vous ayez la décision. Oui. Monsieur Duhamel, vous serez d'accord avec moi pour dire que la dernière chose qu'on met en commun, c'est la défense, quand on est sûr de former un seul peuple. Nous ne formons pas un seul peuple. Et nous n'avons aucun intérêt à accroître les tensions qui peuvent peser sur la France de celles qui existent sur 27 frontières. J'y suis donc opposé parce qu'en matière de défense, je suis gaulliste. C'est-à-dire ça, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau, pas ma position sur, mais je suis obligé de reconnaître... Le recul sur De Gaulle, quand même, aujourd'hui, est frappant à tous les niveaux, y compris sur celui-là. Parce que, sur la dissuasion, que je distingue de la question du nucléaire, la dissuasion, ça consiste à dire à son ennemi, si vous me touchez un seul cheveu, il va tellement vous en cuire qu'il vaudrait mieux y renoncer. Eh bien, je suis d'accord avec cette stratégie. Le nucléaire a occupé ce rôle. À mon avis, aujourd'hui, le nucléaire n'est pas la riposte ou la menace suffisante ou la menace efficace. Il faut pire, il faut plus. Mais parce que, je vais vous dire, pour l'instant, on n'a que ça. Mais d'abord, c'est une... Mais vous souhaiteriez qu'il y ait Nous sommes le troisième arsenal du monde. D'accord? Nous sommes le troisième arsenal du monde. Cet arsenal, si... Sur le plan nucléaire. Hein. Oui, sur le plan nucléaire. Je souligne, je dis si. Si il existe un moyen de savoir où sont dans les océans nos sous-marins d'attaque, qui tirent des armes nucléaires, nous n'avons aucune défense. C'est les sous-marins lanceurs d'engins dont vous voulez parler. Nous n'avons aucune défense. Non, nous n'avons aucune défense. Nous n'avons aucune défense de dissuasion. Non, mais attendez. Donc il faut une autre dissuasion. Pour vous, c'est la défense d'abord de ses frontières. C'est pas les expéditions exotiques qui sont toutes condamnées d'avance. Donc c'est la défense des frontières. Moi, je suis pour une défense implacable des frontières du pays et ce qui se trouve dedans. Et la dissuasion nucléaire, c'est fait pour ça. Donc, vous ne m'avez jamais entendu dire on arrête et on désarme unilatéralement, et je ne le dis pas aujourd'hui. Quoi que je dise, la France a intérêt à s'engager et à participer à tous les dialogues en vue du désarmement. Ce qu'elle ne fait pas en ce moment, où est en train de se discuter et a été acté un accord contre l'armement nucléaire par 122 pays, dans lesquels il n'y a pas les Français. Mais dans lesquels il n'y a pas de détenteurs d'armes nucléaires. Mais je propose que... Oui, mais nous sommes Français, Alain. Oui. Alain Duhamel. Nous sommes les Français, nous sommes à part. Et les Français sont toujours... L'argument de puissance des Français, c'est d'être ceux qui veulent créer du droit international. Alors, qu'est-ce que vous proposez de différent de la dissuasion pour garantir nos frontières? Merci. D'abord, je propose qu'on s'assure de savoir quelle est l'arme la plus décisive et la plus efficace contre un éventuel agresseur. Il se trouve qu'aujourd'hui, je pense que cette arme se situe dans l'espace.
C'est-à-dire que la capacité à couper les connexions, à couper les liaisons, à couper l'électricité est une arme. On dit non létale, elle ne le reste pas longtemps. C'est ce que l'armée essaye de développer. Eh bien, il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit de réussir. Il faut y arriver, oui. Mais attendez, quand on a décidé de s'équiper en matériel nucléaire, qu'on a décidé de fabriquer des missiles pour ça, ça a été décidé par les Français. Les Américains ne voulaient pas qu'on ait de missiles, d'accord ? Là, le président de la République vient de faire le contraire. On a à peine commencé à avoir un état-major de l'espace que nous voilà déjà enfilés avec les Américains dans un dispositif commun. Ça a été annoncé hier par Madame Parly. Tout le monde s'en fout. Personne n'en a délibéré. Ce n'est venu dans aucune assemblée. Vous voyez ce que je reproche à la Ve République ? C'est quand même une grande question, monsieur Duhamel. C'est une très grande question. C'est d'ailleurs pour ça que je vous interroge là-dessus. Mais je trouve que vous présentez les choses de façon un peu injuste, parce que ce que nos partenaires européens nous reprochent, c'est de trop résister aux Américains en matière de stratégie militaire. Sans arrêt, vous n'allez pas me dire le contraire. Et mais je vous laisse développer. Quand je dis sans arrêt, je veux dire encore cette semaine, encore hier, puisqu'il y avait une réunion sur ce sujet. Encore hier, nos partenaires européens disaient non, mais d'accord, vous avez la dissuasion nucléaire, d'accord, il faudrait que l'Europe progresse un petit peu en matière de défense, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre alliance avec les Américains, et tenez compte davantage de ce que disent les Américains. La France, pour les autres Européens, est, en matière de défense, le pays qui tient plus à son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Parole verbale. Non, c'est pas vrai. Non, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai. Il est vrai que les voisins jouent à un jeu ambigu, notamment nos voisins allemands, un jour à caresser l'américain dans le sens du poil, et le lendemain à aller chérir le français pour fabriquer des avions de combat, ce qu'ils ne savent pas faire sans nous, et faire toute une série de choses avec un nombre de... C'est ce que nous voulons faire avec eux. Oui, c'est ce que veut faire le président Macron. Ce n'est pas mon avis. Je ne vois pas... Non, ce n'est pas mon avis. Je vous ai dit il y a une minute, je suis pour qu'on soit indépendant. C'est-à-dire, nous décidons nous-mêmes ce que nous voulons, quand nous voulons, et nous avons les moyens. C'est le plus important. C'est pas tout de faire du blabla. C'est les moyens de nos... Le président Macron n'a jamais dit autre chose que nous sommes membres de l'OTAN, la défense européenne doit être un pilier de l'OTAN, blablabli, blablabla. C'est lui qui nous intègre toujours plus dans les systèmes nord-américains. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qu'ils viennent de faire. C'est pas lui. À l'instant même, monsieur Duhamel, hier, avant-hier, Madame Parly a décidé que nous intégrions l'opération nord-américaine de l'espace. Vous n'êtes pas du tout pacifiste. Il y a eu une tentation pacifiste. Mais vous, quand on vous écoute, là, on a quand même le sentiment je suis pacifique, mais je tiens à ce que mon pays soit défendu. Voilà, c'est tout. Et je suis pour, mais pour qu'on se donne les moyens. Vous êtes pacifique. Non, mais si vous voulez faire des phrases comme le font la République En Marche, c'est à la portée de tout le monde. Il y a un accord antinucléaire qui se signe à 122 pays. Les Français, ils vont pas. Un accord antinucléaire entre pays non nucléaires. Oui, mais c'est important de préciser ça. Ils sont quand même 122. Non, mais c'est important de préciser ça, d'autant plus que tout le monde ne suit pas de très près les questions de dissuasion militaire. Mais il faut les suivre. Donc il faut préciser les choses. Monsieur Duhamel, alors vous avez raison de dire ils sont non nucléaires. Bon. Mais c'est déjà ça. Moi, je suis contre la dissémination nucléaire. Alors on me dit, monsieur Mélenchon, il faudrait savoir, votre pays est armé, oui, et en quoi ça améliorerait la paix du monde que d'autres soient armés? Prenons l'exemple de l'Iran. Nous avions obtenu un bon accord avec les Iraniens. Il a été détruit par les Nord-Américains. Les Iraniens, qui est un régime théocratique insupportable, ont décidé de se remettre au travail pour fabriquer une bombe atomique. Pour quelle raison? Pour la regarder? Non. Pour détruire Israël, c'est l'objectif qu'ils annoncent. C'est insupportable. Donc il faut que les Français soient plus fermes, plus forts, plus présents à dire nous ne voulons pas de ça. À l'instant, nous venons parler de l'espace. Vous êtes connaisseurs de tout ça. On avait dit que l'espace ne devait pas être militarisé. Comment est-on arrivé au fait que l'espace est dorénavant militarisé par tout le monde? Mais que nous, les Français, n'avons rien à dire. Si les autres y sont, il faut y être. Vous avez raison, mais il faut s'organiser aussi pour plus y être. Parlons pour de la question arrêter des la hommes montée d'État. à la guerre. Alain Duhamel, vous vouliez notamment parler aussi de la question des hommes d'État, des modèles, de la question... ce paradoxe dans lequel on vous retrouve sur pas tout le pouvoir dans un homme, et en même temps votre incarnation, votre présence au sein de la France Insoumise. Alain. Oui, j'aimerais un peu savoir, pour vous, de qui, vous aimez l'histoire, c'est une très bonne chose ça, de qui est-ce que vous vous réclamez, de qui est-ce que vous avez envie d'être le descendant, même indirect, même modeste, mais le descendant quand même, qui sont vos vraies références?
Écoutez, je n'y ai pas réfléchi. Je suis fait de beaucoup de brins. Enfin, vous lisez, vous réfléchissez, donc vous pouvez me répondre. Oui, oui. Bah, je suis fait de beaucoup de brins. Et puis, bon, voilà... oui, de beaucoup de brins, mais beaucoup de mes héros sont dans la Révolution française, mais ça date quand même du XVIIIe siècle. Mais j'aurais du mal à vous les... spécifiquement pendant la Révolution et depuis la Révolution, d'ailleurs. Je ne saurais je me suis nourri de tous. Si vous voulez, je me suis nourri de tous de manière un peu peut-être risible, mais il y a autant en moi de Louis XI que de Robespierre et de Lazare Carnot. Il y a autant maintenant en moi de l'interrogation sur qui est le général de Gaulle que d'autres personnages comme Simon Bolivar. Je ne saurais m'assimiler à un modèle et je crois que j'apporte une synthèse un peu spéciale. C'était pas ça ma question. Ma question n'était pas à quel modèle est-ce que je vous aime, mais c'est de qui est-ce que vous vous sentez proche, de qui vous avez l'impression d'être un peu une forme d'héritier. De moi. Des fois, je m'en sens moins proche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Alors, je veux dire, vous, je sais pas, moi, Jaurès, Clémenceau, des socialistes des années 48, 1848. Oui, ça manque un peu de toute façon, Mitterrand, tel que ma vie a été faite, monsieur Duhamel, je me trouve plus dans le rôle du prophète des armées qu'a été Jean Jaurès. Que d'un homme qui a exercé le pouvoir, comme l'a été le président Mitterrand, à qui je conserve une loyauté de cœur et d'esprit totale. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi, sinon que de dire oui, j'en suis fait en partie. Et puis j'ai assez vécu pour que tout ça m'ait pénétré et savoir me garder des illusions et des choses que je l'aurais dû faire. Est-ce qu'il reste en vous encore quelque chose de marxisme ? Ah oui, oui, le matérialisme historique. J'appartiens à une école philosophique qui est celle du matérialisme historique. Et vous êtes plutôt Engels maintenant ? J'ai beaucoup évolué parce que j'ai complété la doctrine. C'est pour ça que je vous demande ça. D'abord, je ne crois plus au déterminisme linéaire auquel j'ai pu croire quand j'avais 20 ans. Je crois qu'une cause A produit un effet B. À X%, si je me fais comprendre. C'est-à-dire, le monde n'est pas sur un rail et n'en sortira pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis un optimiste incorrigible. Et je crois par exemple que la patrie des Français peut bifurquer dans sa manière d'être. Tout à l'heure on parlait d'écologie. Je nous crois capable de mobiliser le peuple français tout entier pour tout changer. Et comme il ne nous reste que 30 secondes, quel est le livre qui vous a le plus marqué ? Mon Dieu, Alain Duhamel. J'en ai lu... Ah oui, moi aussi, mais il y en a qui marquent plus que d'autres. Hein. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Vous voulez quoi? Quelque chose qui soit dans le romanesque, le philosophique, l'historique? Écoutez, ce que vous préférez, romanesque, philosophique ou historique, comme vous voulez. Je ne sais pas, le premier qui me viendra à l'esprit, ce sera Vendredi ou les larmes du Pacifique, parce que c'est une leçon d'auto-éducation comme homme. Mais je pourrais citer combien de livres qui ont changé ma vie. La première fois que j'ai lu un livre de Marx, l'idéologie allemande, j'étais bouleversé. La première fois que j'ai lu Teilhard de Chardin, c'est dans tout autre domaine, j'étais bouleversé. Vous savez, les livres sont comme des personnes qu'on rencontre. Et des fois, on les croise à plusieurs reprises dans sa vie, on les apprécie pas toujours de la même manière. Vous et moi, on s'est bien pris autrefois aux cheveux. J'en ai plus aucune envie aujourd'hui parce que je vous estime et je vous respecte. Et en fait, on voit que sur tous ces points-là, on évolue. Peut-être que l'expérience, ce que Emmanuel Macron a revendiqué comme étant des amateurs, vous revendiquez justement cette expérience et ce recul. Ah oui, contre la brutalité, parce que j'ai souvent été soupçonné de ça. Mais en le voyant faire, je me suis dit que oui, il y avait un art de gouverner auquel il n'entendait rien, parce qu'il ne connaît pas la France charnelle. On y revient dans un instant, mais sur des questions immédiates, notamment de communautarisme, de rapport au peuple français et de vivre ensemble. Merci Alain Duhamel d'avoir été avec nous dans un instant. Merci, monsieur Duhamel. Qui vous remplacera tout de suite.